Quand on crée un personnage, il y a un profond vide quand on commence. On ne sait pas, c'est la page blanche. Il faut surmonter ce passage de la page blanche. Ma foi fait que je ne me sens pas seul à la passer, cette page blanche, et que je me sens aidé. Pour moi, il y a une part de mystère, et ce mystère-là, je dirais, ben oui, à ce moment-là, je crois en quelque chose. Je crois en quelque chose qui me porte du bien et qui m'aide à franchir des étapes difficiles. Je rentre dans cet univers dès ma naissance, où quelque part j'ai été entouré donc de ma famille autour de ce monde de 100 ans. Je nais au milieu de ce monde-là. Et je viens dans l'atelier dès l'âge de 6 ans pour jouer avec cette pâte. Et j'avais mon grand-père qui était toujours là. En fait, moi, je vivais avec une famille que je ne voyais pas aller au travail. Le travail, c'était la maison. C'était l'endroit où on se retrouvait pour les repas de famille, puisqu'on vit sur le site. À 14 ans, je venais, je fabriquais des petits moutons, enfin je moulais, je fabriquais pas, je moulais des pièces à partir des moules de mon grand-père. Et sans le savoir, j'ai appris le métier à ses côtés. Les gestes et la technique sont les mêmes depuis 4 générations. La maison Fouque naît en 1934, à une époque où le métier de santonnier n'est pas encore inscrit au registre du travail. En Provence, le santon est bien souvent une histoire de famille et de passion partagée. Paul, le grand-père d'Emmanuel, suit lui-même les traces de son père, Jean-Baptiste. Derrière son statut de conducteur de tramway, Jean-Baptiste cache une âme d'artiste. Plus jeune, il reçut le premier prix de sculpture et de peinture aux Beaux-Arts. À 60 ans, pour arrondir des fins de mois difficiles, il se lance dans la production de santons avec l'aide de son fils, Paul. Et le jour de la foire de Sainte-Barbe, ils sont descendus avec l'âne et la charrette. C'était le 4 décembre 1934. Ils sont allés sur la place à Aix du palais de justice et c'était un jour magnifique. Ils sont remontés en ayant absolument tout vendu. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de continuer à faire des santons. Paul hérite de la passion de son père et devient santonnier professionnel. Il développe l'entreprise familiale dans un contexte où l'art du santon de Provence trouve un large public. Je n'ai jamais suivi de cours de dessin, mais tout enfant, j'ai toujours été passionné par la crèche. Et le jour où j'ai pu de mes mains faire quelque chose avec mes doigts, j'ai essayé de faire des santons. Et depuis 1934, je m'amuse, je modèle. Et voilà, le santon étant terminé, je vais en établir un moule pour pouvoir les faire de série. Meilleur ouvrier de France, Paul Fouque crée son propre style. Pendant plus de 70 ans, il imagine, sculpte, modèle, jusqu'à créer plus de 1800 moules de figurines de crèche. Mon père était un artiste. Il suffisait qu'il prenne un morceau d'argile et il faisait quelque chose de formidable. Il est né dedans et il était vraiment, vraiment passionné. Il n'aurait pas pu faire autre chose, je pense. Depuis toute petite, je suis restée dans l'atelier. Ma mère peignait ses santons, mon père moulait, moi je faisais mes devoirs. Traditionnellement, c'est l'homme qui assure la création et le modelage du santon. Mireille étant fille unique, la question de la transmission de l'entreprise s'est posée. Mon père était très inquiet de savoir si une fille pouvait continuer à faire des santons. Ben, apparemment, ça a été possible. En 1984, Mireille prend la tête de l'entreprise. Avec son sens de la communication, elle lui donne une dimension internationale et consolide la société. Ma mère faisait aussi quelques modelages à cette époque-là, mais elle a surtout œuvré sur la viabilité de l'entreprise. Grand-père étant un personnage purement artistique, et ma mère a fait que l'entreprise, elle s'est aussi bien agrandie, elle a pu vivre.
Et chaque membre de cette famille m'a permis, moi je veux dire, j'arrive à la 4e génération, c'est presque un cadeau. Et ça n'a pas été facile pour autant. Dans les années 90, les grandes familles de centonniers sont mises à mal. Face à un contexte économique de mondialisation, l'artisanat régional n'intéresse plus. Là, c'était des années difficiles pour le Santon, puisque les gens se détournaient un petit peu de leurs racines, de leurs traditions. Quand on était provençal, eh bien, on était rattaché à la culture provençale, aux danses folkloriques, tout ça. Non, là, c'était un petit peu parti, tout ça. Et en 90, quand j'arrive vers 18 ans, ça s'effondre. Et donc, mon grand-père me dit, ne fais surtout pas ce métier, parce que dans 10 ans, il n'existera plus. Emmanuel quitte la maison, fait des études d'ingénieur et travaille pour un groupe pharmaceutique. Un statut plutôt confortable. Pourtant, vers l'âge de 30 ans, il traverse une période de doute. Son métier très cartésien ne l'épanouit pas. L'artiste qui sommeille en lui sent le besoin de retrouver ses racines. J'étais au fond de moi fait pour le Santon, fait pour le modelage. J'ai toujours été passionné par le fait de concevoir quelque chose avec rien, l'argile, la pierre, le bois, des matériaux très simples, de mes mains et faire quelque chose que je trouve beau. Et donc voir que j'étais fait pour ça, c'était ça le sens. Ah ça c'est le chemin des sangliers là qu'on est en train de prendre. Hein. Ouais, mais il faut que ça soit au sec, là c'est trop humide là. Qu'on aille dans des endroits un peu plus secs. Parce que le thym, il n'aime pas trop l'humidité. Là, il y en a un peu là aussi. Ça sera plutôt pour les petites crèches. Qu'est-ce que ça sent bon. Hein. Non, ça c'est magnifique ça. On a sur toutes nos petites étables un petit trou sur le côté qui fait que ça nous permet de mettre un petit branchage, donc ça fait très naturel. Et puis ça met de la verdure dans la crèche surtout. On reproduit ce que grand-père faisait il y a 88 ans. La crèche en Provence, c'est surtout de retracer l'émotion, ce qu'on a l'habitude de vivre, ce qui nous est proche et ce qui nous fait plaisir surtout. Au détour des sentiers couleur ocre de l'argile, il n'est pas rare de croiser chapelles, oratoires ou autres édifices religieux. Alors là, je l'ai toujours vu là, cet oratoire. Autant te dire qu'il y est depuis de nombreuses années. Dans ce paysage à couper le souffle, rendu célèbre par le peintre Paul Cézanne, la montagne Sainte-Victoire a de tout temps poussé à la méditation et au recueillement. Pour Emmanuel, le retour à sa terre natale et à ses traditions ancestrales s'est accompagné d'un questionnement sur sa propre foi. Vers 30-35 ans, j'ai eu besoin de me poser des questions. Et en fait, c'est là que j'ai ressenti le sens de ce que le mot foi voulait dire. Moi, je viens de 2 familles très différentes là-dessus. Je suis le fruit de ces 2 familles-là. D'un côté, une famille très humaniste, cartésienne, scientifique, et qui avait vraiment ce regard bienveillant à l'égard de l'autre. Et de l'autre côté, une famille beaucoup plus pieuse, et qui avait ce même regard. C'est-à-dire les 2 parlaient exactement de la même chose. J'ai regardé les discours religieux, enfin les écritures religieuses avec un autre regard. Non plus comme quelque chose qui se présentait comme une belle histoire pour enfants, mais quelque chose qui était structuré et qui nous amenait à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que ça apporte. Et là, je suis devenu, je dirais, croyant. Le fait d'être croyant fait qu'on se sent jamais seul. Donc quand je crée,
il y a une part de moi que je ne maîtrise pas. Et cette part-là, eh bien, elle dirige ma main pendant que je crée. Et il se passe des choses qui font que ça se fait tout seul. Et je me surprends à arriver à faire des choses que je n'imaginais pas pouvoir faire. Emmanuel poursuit avec respect le travail de ses ancêtres et crée des santons qui conservent l'âme de la Provence. Beaucoup s'inspirent de la traditionnelle pastorale, une pièce de théâtre qui met en scène des personnages profanes autour de la nativité. Le célèbre Ravi, le Bourmian, le Rémouleur, aujourd'hui incontournable, faisaient déjà partie de la première collection familiale. C'est la valise que mon père a faite pour aller vendre ses santons à Paris en 1947. Il y a tous ces personnages qui étaient faits autrefois, mais je m'aperçois qu'ils ont peu changé. Il y a le fameux Bartholomew qui se retrouve en Ravi quand il est à la crèche. Il y a le berger que j'adore. C'est le berger ancien qui n'a rien à voir avec le coup de Mistral. Notre maison a perduré par les 4 générations. Nous avons toujours le même style de santon. C'est par un jour de fort Mistral que Paul Fouque, observant un berger luttant contre le vent, a l'idée d'un santon différent, le coup de Mistral. C'est la pièce que mon grand-père a réalisée en 1952 et qui lui a donné justement cette notoriété et cette reconnaissance de ses pairs dans le mouvement qu'il a donné à la figurine. Ce berger, vous voyez, qui a vraiment la cape qui vole dans le vent. Souvent, ce personnage est devenu un peu l'emblème de la Provence, le berger, et la Provence qui lutte contre les difficultés, le berger qui lutte contre le vent. J'aimerais qu'on décore cette Vierge. J'aimerais avoir ton avis sur certains points classiques. On reste dans les beiges, blancs, bleus, la couleur traditionnelle. Par contre, au niveau du motif, j'hésite entre garder le cordon or ou le laisser en couleur crin. Je vais faire le liseré justement en or avec des motifs. Donc du coup faire la ceinture or et ensuite donc une décoration sur la robe, je pense en petites fleurs d'olivier. Très léger en or. On reste sur du sobre. On est censé en fait représenter des personnages qui ont vécu fin 19e. Donc on va rester dans une tradition. Déjà au niveau des couleurs, on va pas s'amuser à peindre des pantalons roses, des pantalons voilà avec des couleurs fuchsia. Et ensuite, pour tout ce qui est motif, on va s'inspirer forcément de la tradition provençale. En fait, on fait une représentation de la Vierge. Donc nous, on a choisi l'or. Parce que déjà, c'est un travail qui est très fin. Et ça va être des petits liserés autour du cou. Ça va être des feuilles très très fines autour du voile. Le métier de santonnier, on l'apprend, on va dire, ce qu'on appelle sur le tas. Et puis on est formé. Vous faites pas des métiers d'artisanat comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment aimer ce que vous faites parce qu'il faut beaucoup de patience. Et pour avoir la patience, il faut l'amour du métier. Tiens, Amy, je t'ai apporté les ânes. Tu continues à leur mettre le gris. Ça marche. Vois avec grand-mère comment tu fais. Ok. Mais c'est très bien ça, tu as bien couvert. Hop, les oreilles. Oui. Regarde de l'autre côté. Oui, mais c'est parfait ça. Tu peux en prendre un autre. Tu pourras continuer pour pouvoir faire... C'est la croix de Saint-André. Ce sont les ânes de Provence qui ont la croix de Saint-André. À toi. Le santon en Provence, c'est devenu quelque chose de culturel et c'est surtout une racine. Il y a des figuristes, il y a des modeleurs dans toutes les régions de France et peut-être même du monde, mais par contre, le santon est arrivé en Provence, il y a une histoire derrière ça. Si le santon trouve en partie son origine dans des grandes crèches italiennes dès le XVIe siècle, c'est à la fin de la Révolution française que, plus modestement, le peuple de Provence se met à façonner de petites figurines. Un mouleur professionnel, Jean-Louis Laniel, définit à la fin du XIXe siècle
les caractéristiques de ce qui deviendra le santon provençal. On se trouve à un moment où, de fait, après la déchristianisation révolutionnaire, il y a en quelque sorte un besoin d'effigies sacrées, aussi bien en peinture qu'en moulage. Il semblerait qu'il y ait un développement de la création de ces santons pour satisfaire à la dévotion privée, puisque les grandes crèches d'église n'étaient plus autorisées ou avaient été détruites. On va les intégrer dans la vie familiale, à l'intérieur de la maison. Et on va commander des santons. La miniaturisation fascine. Parce que, en particulier dans le cas des santons, la miniaturisation donne l'impression à celui qui regarde de voir d'abord un ensemble, toute la société, et puis ensuite il détaille les différentes nuances sociales. On va introduire petit à petit des personnages civils, et cela nous vient du haut Moyen-Âge. On va prendre l'habitude de resituer la naissance de Jésus dans un cadre très humain, le cadre qui est le nôtre. Par exemple, on mettra le Mont Ventoux, on mettra un personnage en costume local. En fait, on veut dire que l'incarnation, c'est encore aujourd'hui. La légende provençale situe la naissance de Jésus non pas à Bethléem il y a 2000 ans, mais dans un petit village au XIXe siècle. Dans la famille Fouque, pour plus d'authenticité, on personnalise les décors de crèche avec des éléments naturels de la région. Voilà, donc en fait ça c'est notre petite touche finale, c'est-à-dire que donc on met notre thym, le thym qu'on a cueilli au pied de la Sainte-Victoire, le thym qui pousse à profusion en Provence, et en quelque sorte ça nous permet de s'approprier un petit peu cette scène de la nativité. Pour nous, le petit Jésus est donc né au pied de la Sainte-Victoire, avec cette petite touche typiquement provençale. Autour de la nativité se pressent tous les habitants du village. En Provence, le religieux et le profane sont ainsi étroitement liés dans un esprit de bienveillance. Peu à peu, se sont imposés des personnages dans la crèche d'église comme dans les crèches domestiques, des personnages qui n'ont rien à voir avec le texte biblique, mais qui ont à voir avec le mystère qui est célébré. Puisque Jésus vient sauver tous les hommes, eh bien, tous les personnages du village sont invités, tout le monde y trouvera sa place. On voit arriver des personnages avec une offrande. Ils viennent avec quelque chose à donner. Chaque santon apporte sa vie, en fait, au pied de l'enfant Dieu. Et cette représentation populaire du peuple en marche vers la nativité va permettre à chaque villageois de devenir meilleur. Celui qui était feignant va se mettre à travailler. Celui qui était avare va être un peu plus généreux, donc en quelque sorte. Le boumian, comme on dit chez nous, qui a volé la poule de Roustide, eh bien, il veut rendre la poule à Roustide. Voilà. Ce sont des petites choses toutes simples qui pourraient tout à fait être encore d'actualité aujourd'hui, ou si chacun de nous se mettait à être un petit peu plus ouvert vers les autres en cherchant à faire le bien plutôt que des petites mesquineries. Tout va pour le mieux, tout va vers le mieux. Bonjour Emmanuel. Bonjour mon père. Ça va? Bien. Alors vous venez découvrir un peu la foire au santon? La foire au santon, c'est un incontournable du temps de Noël. Hein. Vous voulez voir un peu les nouveautés que l'on a fait cette année? Oui, montre-moi un peu ce que tu as fait cette année. Le premier thème, c'est un thème sur la Provence avec le ramassage des raisins. Dans le thème des raisins, j'ai également la vendangeuse. Ensuite, j'ai fait le petit maçon. Et dans la nouveauté, on a ce petit sécateur qui est un coulage d'étain et qui donne encore plus de vie au personnage. Et oui, encore plus de réalisme, fais voir. Et oui. Petite truelle en étain. Eh ben, c'est magnifique.
Et puis, tu vois, il y a cette dimension de création. Et moi, j'aime beaucoup ces centonniers qui façonnent finalement une humanité nouvelle. Dans cette fête de Noël, c'est un monde nouveau qui commence, quoi. On voudrait tous avoir un cœur nouveau, un cœur émerveillé. Quand je crée un personnage, j'ai envie que ça soit un personnage heureux. J'ai envie que ça soit un personnage qui ait une expression de joie. Et donc, on va retrouver des personnages avec des couleurs très marquées. Et je crois que c'était la volonté également de ma mère. Parce que pour nous, la crèche, c'est à la fois joyeux, c'est gai et c'est rassembleur. Prends du lichen bien gris, tu vois, parce que pour la crèche, c'est important. Oui, prends celui-là, bien à plat dans la corbeille. Du gris et du vert. Celui qui a un peu de vert, là, il est super beau. Dans l'autre corbeille, on ira chercher la mousse bien verte, mais c'est pas au même endroit, la mousse verte. Alors. Tu sais, ça me fait rire de faire ça avec toi, parce que c'est exactement ce que je faisais avec ma grand-mère. Après, on prendra de la terre de différentes couleurs. Tu vois, on dirait du gravier, ça, mais alors en fait, c'est les pierres de la colline. Remplis-le, qu'on puisse bien en mettre partout. Hop. Là, il y a de la mousse très courte, tu sais, pour mettre les petits moutons. C'est très joli. Celle-ci? Oui, la courte. Tiens, je te tiens le panier. Parfait. C'est comme ça, là, les moutons, ils tiennent bien. Elle n'est pas très élevée. Ah tiens, attends, regarde. Oui. Là, il y en a une jolie. Oui, une grande plaque en plus. Hop. On pourra la mettre dans une falaise dans la crèche. Attention, ça glisse. Ça glisse, tu as glissé aussi, hein. Est-ce que tu peux mettre la mousse là, les petites un peu partout? Faut de la verdure maintenant. Celle-ci? Oui, là, une grande plaque là où il y a la terre, c'est bien. Hop. Tu sens? Tu as vu? Ça sent la terre, les branches, c'est formidable cette odeur de campagne. Voilà, c'est parfait là, regarde. Dans chaque famille, la crèche a un sens. C'est un peu se remettre en question, à savoir tout ce que nous avons fait et ce que nous aimerions faire pour l'année à venir, pour s'améliorer. Chacun faisait son métier en santon et il se mettait près de la nativité pour avoir la protection divine. Et cette coutume existe toujours. Vous voyez, ce santon, c'est très important. C'est une pièce unique, c'est votre arrière-grand-mère, c'est ma mère. En santonnière, c'est son véritable costume qu'elle a porté, avec son panier, avec les petits santons. Il n'y a pas deux fois ce modèle. Tu l'as déjà vu? Ouais, non, jamais. C'est la première fois que je le vois. Mais du coup, c'est qui a peint le santon? C'est ma mère qui a fait la peinture de son santon. C'est toi qui l'as moulé, celui-ci? C'est moi qui l'ai moulé, oui. Donc c'est ton arrière-grand-père? On le place là-bas? Oui, c'est bien à côté de la maison, hein, puisque c'est toute notre histoire, cette maison. Ok. Et puis, à côté, tu mets la pièce emblématique qu'Emmanuel a modelée, le tailleur de pierre. Voilà, là, c'est bien. Noël et la crèche sont au cœur de la vie liturgique dans les familles provençales. Chaque année, le premier dimanche de l'Avent, a lieu la messe des centonniers. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, pour cette messe des centonniers, et je salue les centonniers présents dans notre assemblée. L'occasion pour ces artisans de témoigner que leur art n'est pas seulement décoratif, mais qu'il est depuis toujours étroitement lié à la religion chrétienne. Il faut que nous soyons très attentifs à ne pas perdre le sens profond de la crèche. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la confection d'une belle crèche,
à la réalisation de beaux santons, il faut ne pas oublier ce que ces santons, il y a le mot petit saint dedans, hein, ces santons nous invitent, nous aussi, à mettre nos pas sur ce chemin de foi. Le Jésus, il est au milieu. Oui. Le bébé avec le truc blanc. Côté du Jésus, il y a les 3 rois mages qui viennent apporter des cadeaux au petit Jésus.